Caramel. 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 Mou. Caramel. Caramel. C'est pas pour me vanter, mais je ne comprends plus rien. Depuis son arrivée aux affaires, Jupiter nous explique qu'il a supprimé l'impôt sur les grandes fortunes parce qu'il ne rapportait plus grand-chose, 4,5 milliards d'euros quand même, qu'il faisait fuir les investisseurs et les grands patrons à l'étranger et qu'il était en plus un obstacle au ruissellement, le ruissellement. Ce concept popularisé par Ronald Reagan, président des États-Unis dans les années 80, et qui voulait que plus les riches seraient riches, plus il y aurait des miettes ruisselantes vers le bas de la pyramide sociale. Concept que Jupiter a réactualisé avec l'invention de ces fameux premiers de cordée. Entre parenthèses, le ruissellement, il n'y en a eu jamais, ni aux États-Unis, ni en France. Et là, qu'est-ce que j'apprends dans la semaine? Que pour faire des économies, le gouvernement jupitérien s'apprêterait à relancer sa réforme de l'assurance chômage pour au final un gain de 1,8 milliard d'euros pour les caisses de l'État. Dans un cas, l'ISF, 4,5 milliards d'euros de gains, c'est pas BZF, mais de l'autre, quand il faut prendre 1,8 milliard d'euros dans les caisses de l'assurance chômage, eh bien c'est une nécessité absolue pour éviter apparemment l'implosion du système. Elisabeth Borne, la ministre du Travail, vous savez, celle qui pendant tout le week-end dernier a arpenté les plateaux radio et télé avec quelques-uns de ses collègues pour jurer ses grands dieux que elle, personnellement, se revendiquait de gauche. Moi, personnellement, je me revendique depuis des années d'extraterrestre. Ça ne mange pas de pain, mais ça ne fait pas de moi un martien patenté. Elisabeth Borne, donc, précisait en début de semaine les tenants et les aboutissants de cette réforme qu'elle voudrait effective au 1er juillet prochain. Les conséquences de cette réforme, eh bien, je vais vous en citer comme ça, deux au hasard. Une baisse des indemnités chômage, évidemment, il faut faire des économies. La refonte, et par la refonte du calcul du salaire journalier de référence, à partir duquel est fixé le montant de l'indemnité touchée par un chômeur, eh bien, ça devrait aboutir à une baisse de 20% des indemnités chômage pour 840 000 chômeurs hexagonaux. Allez, pour vous la faire vite, quelqu'un qui gagnerait et qui toucherait actuellement le SMIC et qui, quand il est au chômage, commencerait ses indemnités chômage à peu près 950 euros, eh bien, il ne touchera plus qu'entre 600 et 650 euros. Vous voyez un peu avec quoi on peut vivre lorsqu'on va se retrouver au chômage une fois la pandémie passée. Chiffre établi récemment par l'UNEDIC, l'organisme en charge de l'assurance chômage. C'est vous dire que ces chiffres sont assez fiables. Autre changement, eh bien, le durcissement de l'ouverture des droits. On passerait ainsi de 4 mois à 6 mois de travail obligatoire pour toucher le chômage pendant les 2 dernières années. Cette dernière clause ne devant s'appliquer, concession faite par la ministre aux organisations syndicales, que lorsque la situation économique serait plus favorable. Ce qui fait dire l'ancien directeur de cabinet de Muriel Pénicaud, celle qui a lancé cette réforme de l'assurance chômage il y a maintenant 2 ans, qu'au vu de l'état réel du marché du travail, toute réforme de l'assurance chômage est hasardeuse, et de rajouter, je cite encore, cela ressemble à un coup de dé, comme quoi, quand on n'est plus aux affaires, d'un seul coup, on a une vision nettement plus réaliste des choses. Salut les filles, c'est Joe Kangourou pour un nouvel épisode de Caramel Mou, saison 32, réalisé et mis en onde par Alban Pelletier, le Benjamin de l'équipe, mais le seul à savoir bidouiller les boutons de la console du studio. C'est vous dire si cet homme est important. Ce soir, on reparle du bleu-bleu et l'on écoutera le reportage qu'en a fait Charlotte Cozy, jeune étudiante toulousaine en journalisme, et avec moi dans ce studio, Gérald Jiménez et Julie Casteljordi, respectivement guitariste et chanteuse de Lotus Titan, à l'occasion de la sortie de leur premier album
Odyssée. Et pour le coup, la sortie de cet album fut une véritable aventure. Et puis en fin d'émission, nouvelle chronique pelliculaire, érudite et néanmoins foutraque de notre bon professeur Thibaut. Mais on commence tout de suite par la nouveauté de la semaine. Et comme il le fait tous les 15 jours depuis un mois, Corentin Grelier vient de mettre en ligne sur sa chaîne YouTube un nouveau morceau, Copain Copain. Cette fois, une réflexion sur le sentiment de culpabilité ou pas, né de l'évocation de la colonisation, de la traite négrière ou de la collaboration et du traitement par nos consciences collectives ou individuelles de cet héritage. C'est pas un peu islamo-gauchiste comme chanson, ça? Allez, faites-vous une opinion vous-même. Corentin Grelier, Copain Copain, c'est caramel mou et c'est tant mieux. Je ne suis pas négrier, pas fait traverser d'encargaison, marchandises couleur ébène, pas décharger ma benne, champ de coton. Non, je ne suis pas parti de Nantes ou de Bordeaux pour aller piller comme on plante son drapeau au milieu des plantes. Je sais, faut pas culpabiliser, tu n'arrêtes pas de le répéter. Non, j'ai pas collaboré, vendu voisin palier, fait monter dans un train marchandises pour les camps de l'ennemi était l'agent, copain, copain. Non, je ne suis pas passé par Vichy en passant par là pour aller piller comme on prie le bon Dieu au milieu de la nuit. Je sais, faut pas culpabiliser, tu n'arrêtes pas de le répéter, tu n'arrêtes pas de le répéter, c'est pas de notre faute ce merdier. Non, je ne suis pas colon, pas construit maison comme un empire, marchandise, odeur, argent, pas massacrer des gens, garder sourire. Non, je ne suis pas parti de Nantes ou de Paris pour aller piller comme on rentre chez soi pour cogner sur qui chante. Je sais, faut pas culpabiliser, tu n'arrêtes pas de le répéter, c'est pas notre faute ce merdier, c'est pas notre faute ce merdier, c'est pas notre faute ce merdier. Mais on continue de chier. Je suis quelqu'un de banal, tout bien, tout normal, dans mes valises, marchandises, conséquences, je suis par descendance, branché sur la prise. Je suis de Nantes, je suis d'ailleurs ou bien d'ici, et je vis ma vie selon ma vue. Et le pillage continue, on ne peut pas faire autrement, c'est ça depuis la nuit des temps, on ne peut pas changer les gens. Personne n'a changé le monde depuis que la terre est ronde.
Qu'est-ce que c'est? Caramel mou. Et ça, qu'est-ce que c'est? Cette voix dont l'accent triomphant perce à travers le grésillement de la radio. C'est Joe Congo ou pardon? Vous le savez, depuis quelque temps, la mode à Toulouse, c'est de raser gratis. On rase ainsi le quartier Marengo, le quartier Matabio, le studio enregistrement Condorcet en a fait les frais. On rase aussi la Grave, le centre social Abbé Pierre. On a rasé, il n'y a pas très longtemps, le bleu-bleu. Et ça continue un peu partout en ville. Et revenons justement sur le bleu-bleu. Le bleu-bleu, peut-être petite utopie clandestine, guinguette construite en toute illégalité, lieu sauvage planté dans un coin de nature désordonnée, lieu indispensable néanmoins au bord de la Garonne et à 2 pas du pont de Blagnac. Le bleu-bleu rasé, lui aussi, sur ordre de la mairie de Toulouse en décembre dernier, alors que Gilbert Vivien, son inventeur, mort quelques jours avant, n'était pas encore enterré. C'est sans doute cela que l'on appelle la violence institutionnelle. 2 publications donnant la parole à quelques visiteurs de l'endroit évoquent cette histoire et celle de Gilbert Vivien. D'abord, un petit livre au pays du bleu-bleu de Bérangère Cagnat, la journaliste, et de Sophie Baquier, l'illustratrice, dans une forme, celle du reportage illustré, pertinente et plutôt esthétiquement épatante. À noter que ce livre est publié aux éditions Mix Armiris et qu'il est distribué par la librairie Terra Nova, rue Gambetta à Toulouse. De ce petit livre, nous avions parlé il y a une quinzaine de jours avec ces 2 autrices. Et puis, il y a aussi un petit reportage audio réalisé par Charlotte Cosit, un témoignage tendre et un brin nostalgique à écouter sur SoundCloud et à écouter tout de suite dans Caramel Mou, puisque Charlotte Cosit nous a envoyé ce petit reportage d'une dizaine de minutes qui va donc revenir sur cette histoire du bleu-bleu à travers le témoignage de quelques personnes qui l'ont fréquenté assidûment. C'est Caramel Mou et on va tout de suite sur les bords de la Garonne. Un vieux Gilbert Vivien, il avait 10 surnoms différents. En tout cas, c'était le monsieur bleu-bleu. Quand t'arrivais, il te disait toujours « Bonjour, bonjour !» Il avait un look, bon voilà. En fait, tout le monde le connaissait parce que tu le voyais qu'une fois avec son vélo, mais tu ne peux pas l'oublier. Si vous avez déjà vécu à Toulouse, vous avez peut-être déjà entendu parler du bleu-bleu. Un lieu mythique au pied de la Garonne, tenu par un mystérieux bonhomme, Gilbert Vivien. Monsieur Bleu-Bleu est décédé à l'âge de 83 ans en novembre dernier. Je ne connaissais que son nom et sa légende, et ça m'intriguait. Alors, j'ai décidé de partir sur ses traces. Je connais le bleu-bleu depuis plus de 20 ans. Gilbert, c'était quelqu'un d'à part. C'est un enfant de la DAS à la base, hein. Un orphelin, quoi. Et il s'est construit tout seul, hein, et il avait tellement l'habitude de faire rien avec 2 bouts de ficelle que finalement, sur 20, 30 ans, 40 ans, avec ces 2 bouts de ficelle, c'est devenu une énorme guinguette. La plus grosse guinguette illégale et secrète de Toulouse. Le bleu-bleu, c'était un paradis. Et pourquoi c'était un paradis ? Parce que tout simplement, c'est le seul endroit certainement sur Toulouse où on pouvait rencontrer vraiment des gens divers et variés. Tous les lieux alternatifs sur Toulouse, en temps général, c'est du rassemblement de l'entre-soi. Et là, pour le coup, c'était vraiment un mixage social, quoi. On peut rencontrer des types qui avaient des pompes à 500 balles au pied et le clochard du coin qui faisait la manche au casino ou à la boulangerie du secteur. Et ça, c'est génial. Maintenant, ils l'ont rayé de la carte, comme on dit. Vraiment rayé de la carte. Il ne reste plus que les arbres. Jusqu'à fin 2020, il y avait entre Toulouse et Blagnac une grande maison, peinte d'un bleu électrique avec des volets jaunes et des terrasses bétonnées. Gilbert Vivien les avait construites de ses propres mains, sans demander de permis de construire. Enfants, retraités, musiciens et étudiants toulousains s'y retrouvaient depuis les années 90. On voulait que des gens bien, cool. Ouais. Pas des... Ça marchait bien, hein. La Ouais. plupart du temps, c'était... Ouais. Ah, mais le bleu-bleu, on le découvre, on y comme un trésor, en fait, ça cherche et tout ça, à force de quêtes, à force aussi, effectivement, de bouche à oreille et de légendes urbaines. Au début, quand t'arrives, t'es un peu surpris parce que tu te demandes comment ils ont pu construire un truc tout penché comme ça, quoi. Et en fait, c'est pas le genre de guinguette avec les espèces de petites esplanades en bois. Il a fait ça avec des parpaings. Ça pouvait contenir au moins 150 personnes, 150 personnes. Quand toutes les tables étaient prises, et il n'arrêtait pas de continuer à
à récupérer, à construire. À la carte, quelques boissons et sandwichs. Cela suffisait. C'était surtout la liberté qu'on venait y chercher, la nature, le bruit de l'eau et aucune obligation à consommer. Lui, ça l'embêtait pas de... Il demandait ce qu'on voulait, si on voulait rien, ben hop, il se remettait à travailler entre deux clients, quoi. Il faisait toujours une nouvelle table, il construisait tout le temps. Il était inarrêtable. Je crois que son énergie la puisait dans le travail, en fait. Il ramassait tout ce qu'il trouvait dans la rue en allant faire ses courses. Il pouvait ramener un frigo sur son vélo. Et c'était une manière de trier puisqu'il se resservait de tout ça. Il y avait un mur de micro-ondes et c'était ses garde-manger. Il avait des systèmes D, quoi. Tu sais, il avait ni eau courante, donc il allait rincer les verres dans la Garonne, et ni électricité. Donc il avait un groupe électrogène qui amenait un petit peu de lumière pour quand les gens l'étaient rester un peu plus longtemps, quoi. Mais lui, il vivait très chichement avec 3 fois rien. Ces dernières années, Bleu était aidé à la buvette et dans son quotidien par une bande de femmes, tombées sous le charme du lieu. Elle prenait soin à tour de rôle de cet homme discret, à la silhouette svelte, souvent couverte d'un bonnet et d'un short, bleu de préférence. Marion était l'une d'entre elles. Il accueillait tout le monde. Et à la fin, il me disait même plus ce qui lui arrivait, parce que moi, je l'ai engueulé en lui disant « Vous êtes trop gentil, Gilbert, arrêtez, vous faites avoir à chaque fois. » Du coup, il n'osait plus me dire tout ce qui lui arrivait, parce qu'il savait que j'allais lui dire « Gilbert, vous l'avez bien vu. Combien on a retrouvé des reconnaissances de dettes, combien de gens disaient « Ouais, c'est la fin du mois, Gilbert, tu peux me passer 50 €. » Je suis là, mais oui, tiens. Moi, ce que j'appréciais, c'est qu'il jugeait personne, en fait. Bon, ouais, par exemple, à un moment donné, je picolais pas mal et j'allais pas mal aussi à cet endroit-là parce que c'était le dernier endroit qui était ouvert et tout ça à mes retours de sortie sur tout le centre-ville. Et en fait, il jugeait pas les personnes, en fait. Il accueillait à n'importe quelle heure, qu'il pleuve, qu'il vente. Il venait apporter des coussins et il m'offrait une bière, quoi. Et ça, c'est assez exceptionnel, en fait. C'était pas tant pour la bière, mais par contre, c'est pour toute l'attention, en fait, qu'il y a derrière tout ça, en fait. Il prenait soin des gens, en fin de compte. Il pouvait héberger beaucoup de monde. Et à l'époque, on m'a dit que souvent, il accueillait des couples illégitimes et qu'il pouvait, si vous voulez, une chambre leur prêter. Moi, on m'a dit ça. Je ne sais pas si c'est vrai. Je n'y étais pas à l'époque. Gilbert, je pense qu'il développait une humanité excessive, en fait. Avec son bon cœur, c'était sûr qu'il allait recueillir les animaux. Combien de fois il a récupéré des chiens là-bas. Beaucoup de gens abandonnaient des animaux chez lui. Mais qu'est-ce qui avait bien pu pousser ce vieil homme à construire ce paradis bleu ? Pourquoi il était si bon ? J'avais besoin d'en savoir plus sur sa vie. Il est même arrivé dans les années 60, dans le quartier. Pourquoi qu'il est arrivé là ? Ça, je préfère le taire. Au début, il habitait dans une espèce de cabane un peu plus loin. Et il a construit son lieu qu'à peu près une dizaine d'années après, dans les années 70. C'était une ancienne station de pompage pour les maraîchers. Et il était connu en fait dans le quartier parce que il venait faire ses courses et puis il avait sur sa camionnette il avait écrit zinguerie, peinture, il faisait des travaux de bâtiment, un peu de maçonnerie. C'est comme ça qu'il gagnait sa vie, quoi, dans une 2 chevaux bleus camionnette. Moi, je me souviens, j'étais avec ma dernière née en 92 et des copines et on était en novembre, il faisait froid, il nous a invités à aller dans sa maison. Et c'est là où il nous a dit « Oh, je crois que je vais faire une petite buvette parce qu'il y a quand même du monde qui passe. » Et c'est comme ça qu'il a eu envie et qu'il a ouvert en 93. Il savait lire, pas très bien, mais il y arrivait quand même et il écrivait phonétiquement. Que les consonnes BL, ça veut dire bleu, quoi. Et le bleu, il a toujours aimé, il s'habillait en bleu, il avait peint sa maison en bleu et j'ai jamais demandé pourquoi il était à ce point-là accroché à cette couleur. Pourquoi ? Le ciel bleu, il n'aimait pas la pluie, il avait de l'arthrose. Qu'avait-il fait avant, dans sa jeunesse ? Difficile de savoir. C'est quelqu'un qui se confiait pas. Donc lui, il m'a jamais raconté sa vie, il l'a raconté à personne d'ailleurs, ou alors des tout petits bouts. Moi, il m'avait dit qu'il avait une fille. Il savait qu'il avait une fille. Je lui ai demandé s'il voulait que je la recherche. Il m'a dit non, c'est bon. En fait, son associé, plus jeune que lui,
est parti avec sa femme, sa fille et ses sous. Quand sa femme l'a quitté, il était tellement triste qu'il allait, il aidait sur les marchés à décharger les stands avec les charrettes à bras. Il s'était mis comme un homme sandwich avec une affiche devant et derrière. Il parlait de sa tristesse, de sa souffrance par rapport au fait qu'il soit laissé par sa femme. Tellement il était triste, quoi. Et cette fille, on l'a retrouvée pour l'enterrement, parce qu'il a fallu trouver la filiation. Et elle n'est pas venue à l'enterrement. À sa mort, d'autres histoires ont ressurgi, alimentant la légende de Bleu-Bleu. Moi, il m'a dit qu'il était allé aux Amériques, quand on a recherché un chien à l'SPA, là. Et en partant, il me dit « Ah, j'aimerais bien le retrouver, parce que cette race, c'est moi qui l'ai inventée. » Alors je dis « Ah bon ?» Il me dit « Oui. C'est une race, ils sont gentils, mais un peu méchants. » Alors je dis « Mais quand je suis allé aux Amériques ?» Alors je dis « Ah bon, vous êtes allé aux Amériques ?»« Ah oui. » Il était mystique. Et alors là, il y a un mystère, et tu as peut-être dit au niveau de son âge. Il disait à tous les gens qu'il avait plus que 100 ans. Et on a trouvé une espèce de pièce d'identité qu'il a tapé lui-même, ou il a fait taper, mais alors encore plus de fautes que ça, si tu ne le crois pas. Et tu te demandes à quoi ça a pu servir, quoi. Et là, il se fait naître 20 ans avant, quoi. Moi, après son enterrement, j'ai appris qu'il avait gagné un Tour de France et qu'il a été maillot jaune. Il y en a qui disent qu'il a été légionnaire, d'autres qui disent non. Enfin, il y a des contradictions, on ne sait pas trop. Et finalement, on croyait qu'il squattait sa maison, et on a appris en fait qu'il avait un bail, une espèce de bail gratuit par le maire pas celui-ci, mais il y a longtemps, en Baudis. Donc dans les années 60, il avait un bail à perpétuité pour pouvoir se loger là. Et en fait, il ne pouvait pas le virer au niveau de sa maison, tant qu'il était vivant, bien sûr. Après, ici, par contre, tout ça, il l'a pris. Ça, c'est de l'espace public squatté. C'était quelqu'un de complètement déstructuré. Donc il s'est créé lui-même ses propres règles et son propre univers. Il a réussi à se créer une bulle de désordre, mais qui n'entachait pas dans l'ordre. C'est pour ça que c'est quelqu'un qu'on a énormément toléré. Parce qu'il ne gênait pas, en fait. Il faisait pas peur, mais il avait monté sa propre maison sans permis de construire, sans rien du tout. C'est incroyable quand même, quelqu'un qui est capable, pendant autant de décennies, de construire quelque chose comme ça. Et malheureusement parlant, ils ont attendu que ça soit terminé pour lui, pour 2 jours après arriver avec les pelleteuses et tout détruire, quoi. Ça va faire des beaux souvenirs, mais ça va créer une sacrée mélancolie en tout cas. Les autorités ont rasé le Bleu-Bleu en décembre. Selon la mairie, les bâtiments présentaient une dangerosité structurelle qui empêchait tout réaménagement. Bleu-Bleu a été enterré dans un cercueil peint en bleu, dans le quartier des indigents du cimetière de Cornemarieux, à quelques kilomètres de Toulouse. Monsieur Bleu-Bleu est un podcast réalisé par Charlotte Cosit. Seul le silence annonce à la suite. Aux alentours, l'orage, le feu, les cendres. La crasse se répand dans nos âmes phréatiques. Face aux menaces, l'esprit est lâche et peut se vendre. Il s'approprie les éléments sans se poser de questions. Monopole, volte-face, foncer droit dans l'impasse. Esquiver le regard de l'autre, ne pas se regarder en face, surtout ne pas plonger. Ignorer sa propre conscience, pulvérisée le long des parois, ça dégouline de honte. Les larmes de la ville, l'alarme invisible nous hurle d'arrêter le pré. En haut, on se demande qui sera le prochain héros pour nous sauver la peau, panser les plaies. On a perdu les mots qui pouvaient consoler. C'est l'idéal qui s'évapore sous des millions de bavardages. Accrochez-vous, il reste quelques minutes avant le prochain naufrage. Au fil des minutes, la chute comme dernier accrochage. Toutes les fois où j'ai semé la haine au lieu de dire je t'aime. Tourner 7 fois ma langue avant de lâcher les fauves. On se saoule, s'attangue et on oublie le poids des échymoses. Peut-être que quelqu'un d'autre réparera nos fautes, reconstruira nos ruines. On se demande qui sera la nouvelle victime ou la prochaine héroïne. La nouvelle héroïne s'éjectera-t-elle du 7e étage en désespoir de cause, ou s'injectera-t-elle de l'audace jusqu'à risquer son overdose? C'est l'idéal qui décolore sous des millions de bavardages.
Alors on s'invente des super pouvoirs sous la pression. Il reste juste 1 minute avant la fin de l'illusion. Rive, l'orage et l'horizon défiant la raison, je rêve d'un instant fragile, arrêt sur image, vertige, virage, sous les yeux salés, les heures saoulées, sentir seulement le sourire de l'autre en dernier recours, puisqu'il reste l'espoir comme bouée de secours. Je veux porter le crépuscule en guise d'armure jusqu'au prochain lever de soleil, jusqu'au prochain réveil. Ce soir, je serai l'héroïne. Et oui, ce soir, elle sera l'héroïne et elle est juste à côté de moi. Julie Castel-Jordi, bonsoir. Bonsoir. Voilà, avec Gérald Jiménez, 2 des membres de Lotus Titan, le groupe dont nous allons parler maintenant à l'occasion de la sortie de leur premier album. On va citer tout de suite vos 2 autres compagnons de jeu. Comme ça sera fait, on n'en reparlera plus. Dimitri Kogan à la batterie, et Dieu sait que celui-là aussi, il frappe fort et il prend de la place dans cet album. Et William Lodinat à la trompette et aux machines. Tous les 4, vous faites donc Lotus Titan, ce groupe qui s'apprête à sortir un premier album attendu, et je dis attendu parce que celui-là, on devait en parler il y a exactement 1 an avec Gérald Jiménez qui avait pris rendez-vous avec Caramel Mou, c'était donc début mars, pour venir parler d'un concert qu'ils allaient faire au Taquin une quinzaine de jours plus tard, pour fêter donc la sortie de ce premier album Odyssée. Depuis, vous savez qu'est-ce qui s'est passé, confinement, arrêt des concerts, du coup sortie d'albums un peu moins urgente, et on se retrouve 1 an plus tard au même moment, au même endroit, avec cet album Odyssée qui sort avec 1 an de retard et toujours pas de possibilité de le jouer sur scène. Gérald Jiménez, l'objet de ce groupe au départ, qui était, si j'ai bien compris, un trio. Alors, juste pour faire une petite précision, l'invitation de l'année dernière, c'était surtout pour promouvoir effectivement un concert au Taquin, mais on n'avait pas encore enregistré de disque. On n'avait même pas l'idée encore. Ouais, on était, c'était en discussion. Et parce que, donc là, on a un peu de retard, mais finalement, pas tant que ça. Pas tant que ça, non. Bon. Le groupe s'est formé effectivement en trio avec Dimitri et Will. En fait, c'était un projet autour des musiques de trance. Des musiques traditionnelles de trance. Donc qu'est-ce que c'est les musiques traditionnelles de trance ? Par exemple, c'est les musiques qui sont jouées par exemple dans des veillées funèbres, ou alors par les chamans pour entrer dans un état second et puis accéder à une espèce de conscience supérieure. La musique nawa marocaine, elle fait partie de ces musiques-là ? D'accord. Il y a plein. Après, j'ai commencé à creuser, j'ai écouté beaucoup de choses, je me suis documenté, mais c'était assez difficile de trouver des enregistrements, parce que souvent c'est des choses qui ont été captées avec 2 micros et qui sont très difficiles à trouver. Je suis allé sur le site je crois que c'est le CNRS pour trouver des vieux enregistrements. J'ai essayé d'écouter tout ça. Au début, c'était censé reprendre des mélodies et des rythmes traditionnels, mais en fait, on a commencé à répéter. On a eu un petit son de groupe. On a eu le son de groupe qui arrivait assez rapidement avec les Lascars, et puis on s'est quand même dit ça serait bien de mettre des mots là-dessus. Voilà. Alors au début on voulait mettre des samples, mais on s'est dit quand même les samples c'est chouette, mais c'est mieux quelqu'un qui... Une vraie voix. Exactement. Avec des vraies cordes vocales, et du coup Julie Castel-Jordi est arrivée. Qu'est-ce que ça fait d'arriver comme ça en cours de route d'un projet qui est en train de se construire ?
Et avec 3 lascars pour le coup qui en imposent quoi. C'est pas des petits mecs qui sont dans un coin et qui attendent que ça passe. Ils en imposent un peu. Disons que moi je connaissais William parce qu'on a déjà joué ensemble et on a eu un projet ensemble à l'époque dans Enterré sous X, tout à fait. Et puis bon, on se connaît de musical. Gérald m'avait sollicité auparavant, quelques années avant, pour un projet de duo. On s'était vu une fois, puis moi c'était un moment où j'étais assez prise sur d'autres choses et finalement je pouvais pas aller plus loin dans cette idée, mais on s'était déjà, il y avait une première idée de travailler ensemble à ce moment-là. Et Dimitri, je connaissais évidemment des jams, etc. Enfin voilà, du réseau des musiciens toulousains. Et c'est vrai que lui donc aussi, j'avais pas peur d'eux. Et puis on a été gentils, pas impressionné. Oui, mais après, c'est pas la première fois que je rejoins, qu'on me demande de venir sur un projet où il y a déjà de la musique, et je trouve ça assez inspirant en fait. C'est-à-dire, Gérald, il m'a envoyé du son et rapidement j'ai proposé des textes, voilà, j'ai pioché dans des choses que j'avais déjà écrites, j'ai aussi réarrangé, etc. Et je trouvais ça plutôt assez motivant en fait, parce que ça donne un cadre. Donc voilà, j'ai bien aimé l'exercice. Et au départ, pareil, j'étais là, bon, je vais le faire, je vais pas le faire, parce que du coup, j'ai quand même pas mal de projets et tout ça. Et j'ai écouté, j'étais là, c'est cool quand même. Ah ouais, et puis c'était aussi l'idée de renouer avec l'écriture en français. C'est quelque chose que je faisais pas. À ce moment-là, et je suis vraiment contente d'avoir ce projet qui me permet de déployer ça. Donc, les textes, on en reparlera dans quelques minutes, mais juste avant, revenir un peu sur la partie musicale. C'est vrai que Gérald Jiménez, on vous connaît pour votre participation à Alfie Reiner, un groupe qui s'est arrêté il y a 3 ans à peu près. Non, il continue. Il continue, oui, dans une version un peu plus électro, mais vraiment, il continue ? Oui. Ah ouais, parce ils font moins de concerts, mais... Oui, bon, en ce moment, faire moins de concerts, c'est pas compliqué. Mais... ils continuent. Ah ouais, d'accord. Et donc, vous en êtes parti, en tout cas. Vous venez plutôt, on va dire, du métal, de la musique forte, là où il y a des grosses basses, des grosses guitares et des grosses batteries. Et c'est vrai que c'est quand même un fond qu'on peut écouter et qu'on peut entendre dans ce groupe-là, Lotus Titan. Clairement oui, moi j'ai beaucoup écouté quand j'étais plus jeune. C'est ce qui m'a donné d'ailleurs envie de faire de la musique, c'était la musique rock et la musique métal. Et après par le biais de rencontres avec des gens qui m'ont fait écouter autre chose, qui m'ont donné aussi l'envie. Puis après moi j'étais à Musical en 2003-2004, donc j'ai eu l'occasion de rencontrer pas mal de gens qui n'étaient pas du tout de l'univers d'où je venais. C'était plus jazz. Ah ben ouais, musique improvisée, mais j'ai commencé à m'intéresser aux musiques improvisées. Et voilà, après, depuis 20 ans, effectivement, les goûts musicaux se sont très 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 élargis, même si j'adore toujours le gros son, la preuve en est avec Lotus Titan, mais il y a pas que ça quoi. Moi j'aime beaucoup la musique, j'aime beaucoup le jazz, j'aime beaucoup la musique libre, j'aime beaucoup la musique qui donne des images aussi, qui est des sensations quoi. Et c'est vrai que c'est presque ce qui peut vous réunir musical, vous y êtes tous passés. Ben oui, les 4, les 4, carrément. Vous y êtes tous passés. La semaine dernière, on avait à votre place Edredon Sensible, qui était venu avec leur matériel, et eux aussi, c'est 4 musiciens qui sortent de Musical. Un jour, il faudra faire un peu l'organigramme. Il y a du boulot. De tous les groupes qui sortent. La semaine prochaine, on aura Ali Mahamel et Vincent Ferrand, et eux aussi, ils en sortent. Avec Lotus Titan, donc on a vraiment un alliage assez féroce de gros sons avec une grosse batterie, des machines qui sont tonitruantes et une guitare quand elle joue qui envoie le bois. Et de l'autre côté, on a des textes très percutants également. On vient d'écouter Héroïne. Si vous réécoutez les paroles, ça parle pas que des petits oiseaux. Et c'est vrai que c'est une marque de fabrique, au moins des morceaux de ce premier album.
album, c'est des morceaux rentre-dedans qui sont une critique du moment, une critique de l'époque et de manière très hargneuse, quoi. Il y a pas de prise de gants là pour le coup. C'est à chaque fois un sacré coup de poing au plexus. Julie, est-ce que c'est comme ça que vous les avez conçus? Ouais, disons que j'ai beaucoup de mal à écrire sur des choses assez légères et positives. J'y arrive. Il y a un morceau qu'on est en train de travailler qui s'appellera Alter Ego, qui est sur l'amitié et l'amour, et je pense que c'est même beau, comment j'en parle, on va dire. Mais c'est vrai que les choses un peu plus, qui viennent des tripes, c'est ce langage-là qui me vient. Et je pense que Gérald aussi, dans ce qu'il a envie de défendre, dans les idées aussi, les thématiques. Voilà, on a envie de choses très profondes. Alors ça peut être un peu dense, hein, c'est sûr, mais c'est un peu... c'est notre patte, on va dire. Et un retour aussi, une continuation de votre travail autour du slam que vous aviez entamé avec pas mal de groupes à Toulouse, dont Enterré sous X. Oui, il y a... en fait... moi, je suis tombée dans l'univers du slam un peu comme ça, sans réfléchir, dans le sens où... j'étais une fois, il y avait une soirée, je faisais des études de théâtre d'ailleurs à ce moment-là, et il y a des slammeurs qui sont venus, je fais c'est chouette, ils disent des textes à eux, et moi j'écrivais un peu, et donc je suis allée dans quelques scènes lire mes textes, mes poésies, etc. Et donc du coup, forcément, j'ai été imprégnée de ça parce qu'il y a aussi des codes. Forcément, quand tu passes pendant 2 ans où tu vas dans plusieurs scènes slam, t'entends aussi une certaine façon de... Enfin, tu travailles aussi... ton palais et tes mots et la façon de donner ça dans ce style-là, quoi. Donc voilà, et puis il y a eu Enterré sous X assez rapidement dans lequel j'ai été, et on était 4 slammeurs. Oui, il y avait donc quelqu'un qui est un habitué de Caramel Mou, Zédrine en particulier. Tout à fait. Voilà. On a l'impression que la scène slam est un peu en chute d'audience, mais que par contre les slammeurs, on les retrouve dans plein de projets musicaux. Ouais, je pense. Après, moi, je suis beaucoup moins dans les scènes slam. Je pense que c'était une période aussi. Mais j'aime bien de temps en temps me rendre compte, garder le lien en tout cas, et me rendre compte qu'il y a toujours des gens qui font ça, et que ça fait du bien aux gens, et que ça fait des points de rencontre, des gens qui se révèlent aussi, des envies d'écriture à travers ça. Donc c'est chouette, quoi. Enfin, ça continue. Oui, et tant qu'on parle du slam, simplement signaler que comme chaque année, la nuit du slam va bientôt avoir lieu, donc avec un format un peu particulier cette année, ça sera confiné, donc vous aurez droit à un certain nombre de prestations, d'installations et de concerts par Facebook. Mais la nuit du slam aura lieu le 20 mars prochain, et d'ailleurs nous aurons des slammeurs qui viendront nous en parler la veille dans Caramel Mou, le 19 mars. Pour revenir un peu à Lotus Titan, c'était la musique que vous aviez envie vraiment de faire et que vous pouvez plus faire avec Alfie Reiner, celle que vous développez avec ce groupe-là, puisque on va quand même le dire, c'est vous l'initiateur de ce groupe, et c'est un peu vous aussi le leader de cette formation, Gérald Jiménez. En fait, comment dire, c'est pas forcément des choses que je pouvais pas faire avec Alfie. Alfie, ça a été une super histoire, mais comme un peu toutes les histoires, des fois ça se termine. Pour moi, ça s'est terminé. Et en fait, après, je suis parti 2 ans faire du rock avec un groupe de stoner. Où j'étais vraiment occupé à 100% là-dedans. Allez, rappelez-nous, qu'est-ce que c'est le stoner ? Le stoner, c'est de la musique rock, un peu avec un son cracra, et en fait, par exemple, les Queens of the Stone Age, Equus et tout ce genre de groupes. Voilà. Incarnent ce style. Dans la grande famille du stoner, parce que quand même, il y a pas mal de choses. C'est comme si on disait le jazz. Bon, le jazz, voilà. Ça va surtout maintenant. Voilà. Y a plein de sous-chapelles. Oui. Et après, non, c'était...
l'envie, en fait, c'est venu aussi de faire la musique de Lotus Titan, c'est venu aussi de la rencontre avec les William collègues. et Dimitri. Ouais. Et Julie aussi. Parce que du coup, les morceaux étaient écrits avec une idée derrière quelque chose. Héroïne, par exemple, c'était... Donc Héroïne, le morceau qu'on vient d'écouter. Ouais, exactement. C'était parler des choses pour lesquelles on n'est pas vraiment très fier, un peu des trucs un peu crasseux. Donc voilà, et en fait, c'est un peu l'idée aussi du groupe, c'est comment d'actions un peu qui sont assez négatives, on peut tirer du positif. Bon, ça, c'est super bateau comme concept, mais en fait, on essaie de développer ça dans de différentes façons, quoi. C'est pas tout noir, c'est pas tout blanc, mais et du coup, le lotus, c'est ça, c'est une plante qui pousse dans la boue et qui sort, qui traverse l'eau et qui devient une fleur très belle. En fait, c'est un peu un projet de vie, quoi. Je sais pas, voilà, c'est vraiment, on a envie d'être un peu une fleur, d'être un peu meilleur, quoi. Avec cette phrase que va nous rappeler Julie, qui finit le morceau que l'on va écouter juste après, et de la crasse viendra le lotus titan, c'est quelque chose de comme ça. la boue s'élèvera le lotus titan. Ouais, donc le lotus titan étant cette plante. Cette fleur magnifique qu'on voit assez régulièrement dans les jardins botaniques. Le Lotus Titan, donc, qui sort un premier album la semaine prochaine, le 12 mars. Je ne vais pas vous dire et la suite c'est quoi. Je suppose que la suite c'est essayer de jouer le plus rapidement possible, mais faudrait-il encore que la personne qui nous sert de ministre de la Culture veuille bien commencer à s'occuper de ses affaires. Mais n'empêche, la suite c'est quoi? Pour nous, on travaille sur essayer de bâtir un spectacle. On a déjà répété là pendant quelques jours. En février, on a une résidence de scène avec notre cher sonorisateur Arthur Hauer et un ami Pierre Sapin qui va faire de l'éclairage. Et du coup, en parallèle aussi, on va essayer de faire parler un peu de ce disque, quoi. Ce qui est intéressant, c'est de confronter cette musique à différentes oreilles et d'avoir des retours. Donc, en fait, au début, on s'est dit, bon, on va sortir ça au printemps, puisque au printemps, si tout va bien, on va pouvoir jouer, mais c'est pas le cas. Apparemment, et voilà, on le sort parce qu'il faut qu'on fasse des choses, on va pas rester tétanisé. Donc voilà, donc on prépare le spectacle, la sortie d'album, et on commence à réfléchir doucement à un EP qui partira dans une direction un petit peu différente. Voilà, c'est un travail qui est assez intéressant parce que du coup, ça sera pas radicalement différent puisque ça sera toujours Lotus Titan, mais il y aura quand même des choses assez surprenantes. Oui, Julie vient de nous en dire deux mots puisqu'il y a apparemment une chanson d'amour sur voilà. Ce prochain EP. Alter Ego. Alteré, c'est ça, hein, Alter Ego. C'est vrai que par contre, la formule de ce groupe-là, avec le son que vous avez, un son énorme, sans basse. Et ouais. Comment on fait ça? C'est les machines qui remplacent la pulsation de la basse? Alors, il y a, en fait, plus précisément, William, c'est des synthétiseurs qu'il utilise. Donc, à certains moments, il y a les basses faites avec des synthétiseurs qui sont super grosses. Enfin, bon, voilà, des choses qui sont couramment utilisées. Et après, moi, j'ai pas mal bossé sur mon son de guitare. Ouais, pas mal. Ouais. Beaucoup, je pense. Il a dû passer des jours et des jours. Je me suis un peu flingué les oreilles, mais... Voilà, j'utilise... Ça veut dire quoi? Que là, on se dit, on va aussi jouer des parties de basse en même temps qu'on joue de la guitare. En fait, l'idée du trio au début, c'est qu'on puisse jouer et pas coûter trop cher. Ouais. Donc, c'était ça l'idée. Et après, quand il y a un problème, il faut toujours essayer de trouver une solution. Donc, je me suis dit, bon, s'il n'y a pas de basse, peut-être je vais mettre un octaveur. Et puis j'avais commencé à bidouiller des sons avec des pédales un peu, dont la pédale de notre cher Zorg Effect de Toulouse, Gabriel Denelin. Et en fait, j'ai commencé à travailler ça et avec plusieurs amplis, et j'ai trouvé un son qui m'a beaucoup amusé. Et du coup, je me suis dit, tiens, on va faire avec ça. Et puis
De toute façon, de la basse, il en faut un peu, quoi. Et du coup, moi, je fais le spectre de la guitare et de la basse en même temps, quoi. Voilà. Parfait, donc Lotus Titan, premier album Odyssée au pluriel, et c'est vrai que ça a été un album apparemment dont la conception a engendré un certain nombre d'aventures. Lotus Titan, on va en entendre un deuxième morceau, Nelumbo Lutea. Cet album, on peut le trouver dès la semaine prochaine chez tous les bons disquaires, peut-être même chez les mauvais. On peut aussi le trouver sur votre Facebook ? Alors, il n'est pas distribué, donc on va le trouver dans des magasins de vinyle sur Toulouse. Oui, puisqu'il y aura une version vinyle. Ouais, il y a une version vinyle, une version CD. Ouais. Et après, on peut le trouver sur notre site internet. C'est lotustitan.fr. On a une boutique qui a été montée par nos soins. Et comme ça, c'est directement du consommateur au producteur. Imaginez que c'est même eux qui font le papier cadeau qui vous est envoyé lorsque vous commandez l'album. C'est formidable. Voilà, donc Lotus Titan était nos invités ce soir. Premier album Odyssée. Et on écoute tout de suite un deuxième morceau de cet album, un peu plus doux peut-être, Nelumbo Lutea. Te porte, celui de la conquête, le temps du combattant, la soif d'une autre quête. Le printemps n'est pas loin, le vent pousse les voiles. Ici et maintenant, c'est là qu'il faut chercher. Le futur ne reviendra jamais. Je refuse la poète maudite, je refuse de porter le fardeau. Pas d'hymne, pas d'oratorio, ni sacrifice, des crises, d'ego, pas d'idole, pas d'élite, de Patti Smith à Frida Kahlo. Ah, je refuse la poète maudite. De l'ordure naîtra l'arrogance sublime. Sous la crasse grandiront les espoirs triomphants. La fange forgera des esprits incrédules. Et de la boue s'élèvera le lotus titan. J'ai un volcan logé sous mon sternum. Je suis femme sauvage, une femme de chantier. Je marche en plein jour, ai-je l'allure fragile de l'aube au crépuscule. Quand la nuit me découvre, j'ai l'armure féroce entre chienne et louve. De l'ordure naîtra l'arrogance sublime. Sous la crasse grandiront les espoirs triomphants. La fange forgera des esprits incrédules. Et de la boue s'élèvera le lotus titan.
n'ai pas invoqué le combat. Il est venu à moi depuis mon premier cri. Depuis que j'ai été victime, depuis qu'il y a des bourreaux, le chemin, la lutte, les deux pieds dans la boue pour éclore à nouveau et sortir le monstre superbe, prisonnier sous mon sein. Que mes pensées se taisent, que repoussent mes ailes enfin. Attaque cathartique pour dompter la brûlure, trouver dans la démence et dans la démesure l'image étincelante de la déesse des crépuscules. De l'ordure naîtra l'arrogance sublime. Sous la crasse grandiront les espoirs triomphants. La fange forgera les esprits incrédules. Et de la boue s'élèvera le lotus titan. Caramel mou. Ce soir, sur la place, grande séance de cinéma avec le célèbre et audacieux Jim Parker et son cheval Dixie, de l'aventure et des galopades dramatiques avec les cavaliers du Far West. Daphne, I love you. Bonsoir, mon bon professeur Thibault. Bonsoir, petite fée de la FM. Ah, ça me fait toujours des choses quand vous me dites ça. Qu'est-ce que je vois? Vous avez pris un tas de paquets de notes sur votre grand cahier d'écolier. D'habitude, j'amène des trucs, j'amène les DVD, les Blu-ray directement. Mais voilà, mais là, il fallait quand même. Ouais. Donc, séance importante aujourd'hui. C'est assez important. Allez. C'est peut-être un des films les plus cachés de l'histoire du cinéma dont on va parler ce soir. Allez, on s'installe, on se sert une rasade de vin blanc. C'est l'heure de l'apéro, à boire avec modération, je vous le rappelle. Et alors, vous écoute. Et alors, si je vous dis Jane Birkin, Bernard Fresson, Claude Brasseur, André Pousse. Waouh! Alors ça vous dit rien. C'est déjà vieux film, parce que André Pousse et Fresson, c'est vieux film, mais non, comme ça, rien du tout. Ça, rien du tout. Oui, c'est assez normal. Et pourtant, si je rajoute Michael Dunn là-dessus. Est-ce que vous savez qui est Michael Dunn? J'allais vous dire, là, ça me dit rien de plus, parce que je ne connais pas cet acteur. Est-ce que vous savez qui est Miguelito Loveless? Ah oui. Ah, voilà. On y arrive. Miguelito. Forcément. Miguelito Loveless, James West, était un nain qui a eu un gros succès dans une série télévisée qui s'appelait Les Mystères de l'Ouest. Voilà, donc c'était pas le héros, c'était le méchant. Miguelito Loveless était un nain très très méchant, mais qui voulait être maître du monde. Il voulait être maître du monde et il en voulait à James West et Artemus Gordon. Voilà. Eh bien ça, c'est Michael Dunn. Ah oui. Et Michael Dunn a fait un film en France. Alors attention, ça s'appelle Trop petit mon ami. Et c'est un film d'Eddie Matalon. Et ça, c'est complètement incroyable. Et je vais rajouter qu'il y a une musique de William Sheller par-dessus tout ça. Ah ouais? Parce bien que sûr, Eddie Matalon, il va falloir que vous nous expliquiez aussi qui est ce réalisateur. Alors, Eddie Matalon, on va aller très vite. Moi, c'est un réalisateur que je connais pas beaucoup, mais qui a eu une carrière assez hallucinante, qui a commencé à la fin des années 60. Et il a fait un film d'ailleurs qui s'appelle Le L'île au coquelicot. Voilà, qui était co-réalisé par Salvatore Adamo. Pardon, je tousse. Ah ouais, d'accord. Vous voyez, alors voilà, on toussez est dans votre masque, s'il vous plaît. Voilà, alors Eddie Matalon ensuite est passé un petit peu par le porno, juste après d'ailleurs Trop petit mon ami en 75. Il a réalisé un formidable film qui s'appelle La Bête à plaisir. Il a terminé aussi dans la comédie avec un film formidable que par contre j'ai vu, qui est une comédie navrante française et qu'il faut absolument voir, qui s'appelle Prends ton passe-montagne, on va à la plage. Oh oui, ça date de 1983 et c'est avec Daniel Prévost et Sabine Paturel. Ça me dit quelque chose. Ouais. Ah ben voilà. Alors ce Michael Dunn qui a eu une grosse carrière par contre à la télévision, une petite carrière, pardonnez-moi le jeu de mots, donc au cinéma. On a pu le voir dans des trucs très bien comme Police sur la ville de Don Siegel. On a pu le voir dans des choses très 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 étranges comme Boom de Joseph Losey, dont j'avais parlé lors d'une de mes précédentes chroniques. On a pu le voir aussi dans Mutation de Jack Cardiff, qui est un film d'horreur complètement invraisemblable avec des frics partout. Mais il faut bien dire que le nain a rarement un premier rôle au cinéma. Et avec Trop petit mon ami, Michael Dunn, enfin, son heure de gloire arrive et il a le premier rôle. Alors qu'est-ce que c'est que Trop petit mon ami? C'est une adaptation d'un roman
de James Hadley Chase, qui s'appelle Trop petit mon ami, qui a été écrit dans la fin des années 60. Et donc là, c'est une adaptation française. Alors on peut se dire, c'est complètement incroyable. Ça ne s'arrête pas là. Le film, lui, est complètement incroyable. On est entre dialogues surréels, qu'est-ce que je pourrais vous dire là-dessus, quelques scènes d'action qui tombent un petit peu à plat parce que Eddie Matalon, n'exagérons pas, n'est pas un très très grand metteur en scène, mais la question que tout le monde se pose, c'est Michael Dunn, quel rôle joue-t-il? Alors, est-ce qu'il joue le rôle d'un imbécile, d'un intellectuel? Non. Ah ben bravo. D'un industriel? Non. D'un inculte? Encore moins. D'un infirme? Keneni. D'un inca? Pourquoi pas? Mais on est en France. Mais c'est pas le cas. D'un n'importe quoi. Ou alors d'un nymphomane. Ah, mais non. Tout simplement, il joue le rôle d'un nain qui en veut à la société entière parce que la société le brime. Et il faut dire que la société brime les nains. Je le dis ce soir fermement, et donc il va se venger de la société et il va organiser un braquage de banque. Pour ça, il va se servir donc d'un tueur qui est joué par Bernard Fresson et d'une jeune hippie comme ça, un petit peu perdu, un petit peu désinvolte, mais le nain va tomber amoureux de la belle Jane Birkin. Et c'est normal, c'est Jane Birkin, et tout ceci bien sûr va très mal se passer. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Voilà, je peux donner le nom du personnage que joue Michael Dunn. C'est Tiki Edris, donc cet étrange nain, issu de ce très étrange roman de James Hadley Chase, qui, rappelons-le, a écrit Pas d'orchidée pour Miss Blondish, Eva, qui a été adapté par Joseph Losey, ce qui me fait dire d'ailleurs que Hadley Chase a été souvent adapté dans plein de pays complètement différents. Il y a la chair de l'orchidée aussi de Patrice Chéreau. En tout cas, j'ai pas lu le roman, je vais me le procurer. J'ai vu le film, c'est complètement incroyable. On peut pas dire que c'est bon, on peut pas dire que c'est mauvais. On est comme dirait le philosophe, par-delà le bien et le mal. Ça, c'est un truc que j'aime beaucoup. Bref, c'est n'importe quoi, comme dirait l'autre. Mais je voulais terminer, donc, il y a eu un petit reportage sur le bleu-bleu. Et je me suis dit, tiens, la dernière fois, j'avais fait des jeux de mots avec le bleu-bleu. Les incorruptibles bleus. Et voilà, les incorruptibles bleus. Enfin, j'avais trouvé plein de trucs en bleu. Alors, est-ce qu'on peut trouver un titre de film avec nain et bleu? Je me suis crevé la tête, mais j'en ai trouvé un. C'est Mission N'impossible Bleu. Voilà, je terminerai sur ce formidable jeu de mots. Si vous voulez vous en prendre à moi, vous avez mon numéro de téléphone. Il a sonné d'ailleurs tout à l'heure pendant l'émission. C'est le 06 15 29 51 79. Vous pouvez m'envoyer un texto d'insulte ou de remerciements. Ben ouais, il est temps que le confinement s'arrête parce que je crois que vous ne passerez pas le printemps, mon cher professeur. Les disponibilités du film, je les ai pas données. Mais vous allez voir, c'est super simple. C'est en VHS. En VHS, en cassette, mais ça existe encore. Sorti qu'en VHS. D'ailleurs, la VHS, je l'ai. Mais oui. Elle est à la maison, elle est chez moi et je la chéris parce que j'adore les nains. Et mais rassurez-vous, la technologie est là. Vous trouverez le film aussi sur YouTube. Vous tapez Trop petit mon ami, Eddie Matalon, un film de 1970 à voir absolument. Je vous garantis pas que vous passerez un bon moment, mais en tout cas, vous aurez vu quelque chose de très très étrange et de très différent. Et peut-être même on rigolera. Merci, professeur Thibault. La mer est dangereuse, même s'il n'y a pas d'eau dedans. Quand on creuse dans la baie du Mont-Saint-Michel, on trouve plein de chapeaux de boy scout. Où avez-vous appris à dire autant de conneries? Caramel. Allez, c'est presque terminé. On va simplement ouvrir la rubrique concert. Bon, enfin, je sais, la rubrique concert, par ces temps qui courent, ça fait un peu provocation. Simplement, n'oubliez pas que tous les jeudis, il y a la retransmission en direct sur la web radio Radio CAFPO du concert que la pause musicale organise dorénavant et jusqu'à réouverture des salles à la CAF Poésie rue du Thor. Concert sans public, bien sûr. C'est pour ça qu'il vous faut l'écouter sur la web radio
Radio CAFPO. Jeudi prochain, 11 mars, il s'agira de l'ensemble Thaïs. Demain, 6 mars, concert en direct sur Facebook du trio Guillaume Lopez, Thierry Roch, Morgan Astuc. Début du concert 20h30, donc sur la page Facebook de Guillaume Lopez. Et puis demain, toujours, manifestation à l'initiative d'un collectif d'associations et de structures culturelles, DAL 31, Mixar Miris, Pavillon Mazar, Au Bleu Bleu, Maison du Peuple de Pibrac, Aux Arts, etc., le collectif Hôpital Lagrave, Toulouse en lutte et plein d'autres collectifs afin de protester contre la fermeture de plein de lieux culturels, structures sociales, jardins partagés à Toulouse et d'affirmer la nécessité de prendre en compte les diverses initiatives citoyennes qui se font jour dans la ville. On appelle ça les communs et l'on parle ici de la création de cantines populaires, de centres d'hébergement, de jardins partagés, de recycleries, de garages associatifs et de collectifs d'artistes, également de lieux intermédiaires ou l'organisation de fêtes libres. Douce utopie en ces temps de confinement et de renfermement sur nous-mêmes. Deux rendez-vous demain pour cette manif, 13h30 à Arnaud Bernard, 13h30 à François Verdier. Vous pouvez y aller et n'oubliez pas votre masque. Allez, pour se quitter, nouvelle immersion dans les albums qui auraient dû être produits l'an dernier mais qui ne sont pas encore sortis. J'avais Rémi Sauvignat tout à l'heure, le guitariste du groupe Sauvignat, c'est comme Savignac. Ça Savignac me rappelle Julie qui est sur ma gauche et apparemment c'est un ami assez cher. Donc Jérémy Savignac, le guitariste de Walter Sextant, me disait tout à l'heure au téléphone qu'ils auraient dû l'enregistrer mais que c'était pas encore fait, que ça se ferait dès que le confinement serait terminé et que l'album sortirait peut-être l'année prochaine, début 2022. N'empêche que depuis quelque temps on a un morceau de ce groupe Walter Sextant, ça s'appelle Lithium. On y retrouve un camarade de jeu de Gérald Jiménez, Guillaume Pic au trombone. On retrouve plein de gens que l'on aime ici. Walter Sextant, Lithium, c'est dans Caramel Mou tout de suite.
qu'en radio, ça va marcher, ça? Je crois à ce qui est dans le vent. Et vous n'avez pas du tout l'esprit station. Oui, c'est bien d'être un auteur branché, destroy, mais il y a des limites. Caramel. Voilà les filles, Caramel Mousse, c'est terminé pour aujourd'hui. Émission réécoutable sur la page YouTube de Caramel Mou Campus FM, page gérée par Jérôme GRC, qu'il en soit remercié ici. Page qui vous permet de retrouver tous les Caramel Mou depuis 5 ans, les numéros de l'émission de la liste également, il y en a 10 aujourd'hui, et aussi tous les morceaux joués en direct dans ce studio. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même adresse, avec notamment le duo By the Skate avec Alima Hamel à la voix et Vincent Ferrand à la contrebasse, musique vivante à prévoir. Et puis d'ici là, bise à l'œil et portez-vous bien.